Je suis Sarah, j'ai 29 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que l'amour de ma famille était assorti de conditions que je n'arrivais jamais tout à fait à remplir. Je pensais que ce sentiment constant d'être toujours la deuxième, c'était juste mon manque de confiance en moi qui parlait. Je n'avais aucune idée que tout ce que j'avais vécu en grandissant était sur le point d'être validé de la façon la plus dévastatrice possible, quand les vraies priorités de ma famille allaient être mises à nu sous les yeux de tous. Ce qui s'est passé quand ma sœur a eu besoin d'aide comparé à quand j'ai eu besoin d'aide n'a pas seulement ouvert mes yeux, ça a brisé toutes les illusions que j'avais jamais eues sur ce que la famille était censée représenter. Si vous avez déjà eu l'impression d'être l'enfant oublié, celui dont les problèmes comptent moins, celui dont la douleur est minimisée pendant que les autres reçoivent un soutien sans fin, cette histoire va profondément vous toucher. Et si vous vous êtes déjà demandé si la dynamique de votre famille était vraiment aussi malsaine qu'elle en avait l'air, vous pourriez trouver la clarté que vous cherchiez. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, parce que ce schéma était là bien avant que j'aie les mots pour le décrire. En grandissant, notre maison avait une hiérarchie invisible que tout le monde comprenait mais dont personne ne parlait. Ma sœur Emma avait 2 ans de moins que moi, née quand j'étais juste assez âgée pour me souvenir du changement d'attention. C'était le bébé, celle avec le sourire radieux et le rire facile, celle qui pouvait charmer pour s'en sortir de n'importe quel pétrin. J'étais la sérieuse, la responsable, celle qui nettoyait les dégâts sans qu'on lui demande et qui gardait ses difficultés pour elle. Emma a eu des cours de danse qui coûtaient des centaines d'euros par mois. Quand j'ai demandé des cours de violon, mes parents ont dit qu'on devait faire attention aux dépenses. Emma avait des vêtements de marque pour l'école pendant que je portais les affaires récupérées de mes cousines. Quand j'ai fait remarquer ça, on m'a dit que j'étais matérialiste et que je devais me concentrer sur des choses plus importantes. La chambre d'Emma a été redécorée 2 fois pendant le lycée parce qu'elle s'ennuyait des couleurs. Ma chambre a gardé le même papier peint rose de quand j'avais 7 ans, même si j'ai supplié de le changer quand j'ai eu 15 ans. Quand j'ai économisé mon argent de babysitting pour acheter de la nouvelle literie, ma mère m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement apprécier ce que j'avais. Les différences ne concernaient pas que l'argent. Quand Emma avait des difficultés en maths, elle a eu un professeur particulier immédiatement. Quand j'ai eu des problèmes d'anxiété sociale, on m'a dit que je devais faire plus d'efforts pour me faire des amis. Quand Emma avait des drames d'amitié, toute la famille se mobilisait autour d'elle, discutant des stratégies et offrant un soutien émotionnel sans fin. Quand j'ai eu affaire au harcèlement à l'école, on m'a demandé ce que j'avais fait pour le provoquer. J'ai appris très tôt que mes problèmes étaient des défauts de caractère à surmonter, tandis que les problèmes d'Emma étaient des défis que la famille l'aiderait à traverser. À l'université, ce schéma s'est poursuivi mais est devenu plus sophistiqué. Emma a choisi une école privée coûteuse pour l'art-thérapie et mes parents parlaient fièrement de soutenir ses rêves créatifs. J'ai choisi une université d'État pour la psychologie et ils se plaignaient même de cette dépense. Emma a changé de spécialisation 3 fois, prolongeant son expérience universitaire et les coûts. Quand j'ai demandé de l'aide pour un programme d'été à l'étranger qui aurait enrichi mon diplôme en psychologie, on m'a dit qu'on ne pouvait pas se permettre ce genre d'extra. Les notes d'Emma étaient célébrées quand elles étaient bonnes et excusées quand elles étaient mauvaises. Les professeurs ne comprenaient pas son tempérament artistique, la charge de travail était déraisonnable, le système n'était pas conçu pour les esprits créatifs. Mes bonnes notes constantes étaient attendues et rarement reconnues, mais toute note en dessous d'un A méritait une conversation sur le fait de savoir si je prenais mes études assez au sérieux. J'ai commencé à remarquer comment les histoires de famille étaient racontées et re-racontées. Les mésaventures amusantes d'Emma à l'université sont devenues des légendes familiales adorées. Mes réussites académiques étaient mentionnées brièvement, puis la conversation passait à des sujets plus intéressants, généralement quelque chose qu'Emma avait fait ou dit. Pendant ma 3e année d'université, quelque chose a changé chez Emma que nous n'avons pas complètement compris à l'époque. Elle est devenue instable, séchant les cours, dépensant de l'argent de façon irréfléchie, restant éveillée pendant des jours puis s'effondrant des week-ends entiers. Elle expérimentait avec les drogues, commençant par la marijuana et escaladant vers la cocaïne et finalement les opioïdes. Tous les signes étaient là, mais la réponse de notre famille révélait tout sur notre fonctionnement. Quand les notes d'Emma ont commencé à chuter dramatiquement, elle a été diagnostiquée avec un TDAH et une dépression. La famille s'est immédiatement mobilisée, recherchant des médecins, essayant différents médicaments, ajustant sa charge de cours, engageant des coachs académiques. Quand son comportement est devenu plus erratique, elle a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire.
Encore une fois, la famille a fait des recherches approfondies, trouvé les meilleurs psychiatres, ajusté les médicaments, fait des accommodements. Je faisais face simultanément à mes propres difficultés de santé mentale, anxiété, dépression, et ce que j'apprendrai plus tard être un traumatisme complexe résultant d'années de négligence émotionnelle. Mais quand je mentionnais ces difficultés, on me disait que tout le monde se sent anxieux parfois, que j'avais besoin de pratiquer plus de gratitude, que j'étais peut-être juste stressée à propos de la remise des diplômes. Quand Emma a commencé à manquer les dîners de famille et à se pointer aux événements visiblement sous l'influence, la réaction de la famille a été de trouver des excuses, de diminuer les attentes et de la protéger des conséquences. Quand j'ai mentionné que je luttais contre des crises de panique pendant ma dernière année, on m'a dit que j'avais toujours été dramatique et que je devais apprendre de meilleurs mécanismes d'adaptation. L'usage de drogue d'Emma s'est intensifié tout au long de ma dernière année. Elle volait de l'argent à nos parents, mentait sur ses allées et venues, et son comportement devenait de plus en plus dangereux. Mais chaque conversation familiale tournait autour de comment l'aider, quelles ressources mobiliser, comment soutenir son rétablissement. Pendant ce temps, j'avais du mal à fonctionner. L'anxiété était devenue paralysante, mais je maintenais encore mes notes, je me présentais encore aux obligations familiales, je gardais encore mes problèmes principalement pour moi. Les rares fois où j'ai essayé d'exprimer à quel point je me sentais dépassée, la réponse était que je devais être plus soutenante envers Emma pendant cette période difficile. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai emménagé temporairement à la maison en postulant pour des programmes d'études supérieures. Emma était censée diplômer ce printemps-là, mais sa dépendance l'avait complètement fait dérailler. Elle consommait quotidiennement, avait été expulsée de son appartement pour non-paiement du loyer et volait dans les magasins locaux pour financer sa consommation. C'est à ce moment que la réalité financière des priorités de notre famille est devenue impossible à ignorer. Mes parents ont dépensé 15 000 $ pour la réhabilitation d'Emma, pas seulement le traitement lui-même, mais la thérapie, les séances de counseling familial, les programmes de suivi, la résidence sobre, les frais médicaux et les multiples tentatives dans différents centres de traitement quand les premiers n'ont pas fonctionné. Ils ont recherché les meilleures installations, ont conduit des heures pour visiter différents programmes, ont pris congé pour les séances de thérapie familiale et ont restructuré toute leur vie autour du processus de rétablissement d'Emma. Ils ont assisté à des groupes de soutien pour les familles de toxicomanes, ont lu des livres sur la dépendance et sont devenus experts en modalités de traitement. Quand Emma a rechuté après son premier programme de traitement, ils ont immédiatement recherché d'autres options et l'ont inscrite dans un programme plus intensif. Quand elle a rechuté à nouveau, ils ont trouvé un établissement résidentiel à long terme. Chaque programme coûtait des milliers de dollars et ils payaient sans question, refinançant leur maison pour couvrir les dépenses. Pendant cette même période, je luttais contre ce que je sais maintenant être une dépression sévère et un SSPT résultant d'années de négligence émotionnelle et de dysfonctionnement familial. J'avais des crises d'angoisse plusieurs fois par semaine, je n'arrivais pas à dormir, j'avais développé des troubles alimentaires et j'arrivais à peine à fonctionner malgré une apparence de réussite en surface. J'ai fait des recherches sur les thérapeutes et j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'aider avec les frais. La thérapie coûtait 120 $ par séance et j'espérais y aller 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine au début pour traiter la crise que je traversais. Leur réponse fut immédiate et écrasante. La thérapie était trop chère. J'étais adulte maintenant et je devais gérer mes propres problèmes. Si j'avais vraiment besoin d'aide, je pouvais trouver des options à tarifs dégressifs ou utiliser des ressources en ligne. Ils m'ont suggéré d'essayer les applications de méditation ou les livres d'auto-assistance à la place. Quand j'ai fait remarquer qu'ils venaient de dépenser 15 000 $ pour le traitement d'Emma, ils m'ont expliqué qu'Emma avait un vrai problème médical alors que moi, je traversais juste un stress normal. La dépendance était une maladie qui nécessitait une intervention médicale. Mes problèmes étaient des difficultés émotionnelles que je devais régler par moi-même. Quand j'ai insisté davantage, soulignant que la santé mentale était aussi médicale et que mes symptômes affectaient gravement ma vie, ils se sont énervés. J'étais égoïste de comparer ma situation à la dépendance mortelle d'Emma. J'étais ingrate envers tout ce qu'il m'avait donné. J'étais manipulatrice de parler d'argent pendant une crise familiale. C'est à ce moment-là que tout s'est éclairci pour moi. Le schéma que j'avais ressenti toute ma vie n'était pas dans ma tête, c'était le système de fonctionnement de notre famille. Les problèmes d'Emma étaient réels, dignes d'attention, méritèrent des sacrifices financiers et de l'énergie émotionnelle. Mes problèmes étaient des défauts de caractère, des faiblesses personnelles et des comportements en quête d'attention.
J'ai trouvé une thérapeute qui proposait des tarifs dégressifs et j'ai commencé le processus douloureux de décomposer des décennies de négligence émotionnelle tout en regardant ma famille investir des ressources illimitées dans la guérison de ma sœur. Chaque dîner de famille devenait un point sur les progrès d'Emma, des discussions sur de nouvelles approches de traitement, des célébrations de petites victoires et des stratégies face aux rechutes. Mon propre parcours de guérison leur était invisible. Quand je mentionnais des révélations de la thérapie ou des progrès que je faisais, la conversation revenait rapidement sur la guérison d'Emma ou d'autres sujets. Quand j'établissais de petites limites concernant la dynamique familiale, j'étais accusée d'être difficile pendant une période déjà stressante. La guérison d'Emma est devenue le récit central de notre famille. Sa lutte était héroïque, ses rechutes étaient compréhensibles, ses progrès étaient inspirants. Ma guérison était complaisante. Mes limites étaient égoïstes, ma croissance était à peine reconnue. L'écart financier est devenu encore plus flagrant au cours des 2 années suivantes. Emma a suivi 4 programmes de traitement différents, chacun coûtant des milliers de dollars. Elle est retournée vivre à la maison plusieurs fois entre les rechutes, et mes parents ont couvert toutes ses dépenses, nourriture, vêtements, transport, factures médicales, frais d'avocat quand elle a été arrêtée pour possession. Pendant cette même période, je payais ma propre thérapie tout en travaillant 2 emplois et en postulant à des programmes d'études supérieures. Je faisais de vrais progrès pour comprendre et guérir de mon trauma d'enfance, mais je le faisais seule et à mes frais. Quand j'ai été acceptée dans un programme de doctorat compétitif en psychologie clinique, la réaction de mes parents était tiède. Ils étaient fiers, disaient-ils, mais inquiets de nouvelles dettes d'études. Quand Emma a terminé ses premiers 30 jours de sobriété, ils ont organisé un dîner de célébration et ont invité la famille élargie pour reconnaître son accomplissement. Le contraste devenait impossible à ignorer, mais ce qui le rendait vraiment dévastateur, c'était la façon dont ma famille a réagi quand j'ai commencé à le souligner. En thérapie, j'apprenais sur la négligence émotionnelle, les systèmes familiaux et les réponses au trauma. Je commençais à comprendre que mes sentiments d'inadéquation de toute une vie n'étaient pas des défauts de caractère, mais des réponses à une invalidation et une dépriorisation constante. Je développais un vocabulaire pour des expériences que je n'avais jamais pu articuler. Quand j'ai essayé de partager ces découvertes avec ma famille, espérant de la compréhension ou même une reconnaissance des schémas, leur réponse a été rapide et dure. Je faisais du drame. Je pathologisais des dynamiques familiales normales. J'essayais de faire de l'addiction d'Emma quelque chose qui me concernait. J'étais égoïste et manipulatrice. Le plus dévastateur, ils ont suggéré que mon intérêt pour la thérapie devenait malsain, que je créais des problèmes qui n'existaient pas, que j'étais trop concentrée sur le passé au lieu d'aller de l'avant. Ils s'inquiétaient que ma thérapeute me mettait des idées dans la tête qui nuisaient aux relations familiales. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'investissement de ma famille dans la guérison d'Emma n'était pas vraiment une question de santé mentale ou de guérison, c'était une question de gérer un problème qui les affectait directement. L'addiction d'Emma créait du chaos dans leur vie, les embarrassait socialement et nécessitait leur intervention. Mon trauma de négligence émotionnelle était invisible pour eux et n'impactait pas leur expérience quotidienne, donc ça ne méritait pas d'attention ou de ressources. Les problèmes d'Emma étaient externes et spectaculaires. Arrestations, overdoses, visites à l'hôpital, argent qui disparaissait. Mes problèmes étaient internes et gérables. Je continuais à me présenter, à performer, à maintenir des relations malgré mes difficultés. Cette prise de conscience était bouleversante, mais elle était aussi libératrice. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi. Pendant ma première année de master, Emma a eu sa plus longue période de sobriété. Presque 8 mois. La famille célébrait cette étape importante et on parlait du fait qu'elle était enfin prête à reconstruire sa vie. Elle vivait à la maison, travaillait à temps partiel, assistait aux réunions et semblait vraiment engagée dans son rétablissement. C'est à ce moment-là que j'ai fait ce que je pensais être une demande raisonnable de soutien familial. J'avais des difficultés financières pendant mes études supérieures, travaillant comme assistante d'enseignement tout en gérant une charge de cours complète et en commençant ma thèse de recherche. J'avais calculé que mes frais de thérapie au cours des 2 dernières années totalisaient environ 3 000 $, argent que j'avais rassemblé grâce à des emplois à temps partiel, des prêts étudiants et un budget soigneusement établi. J'ai demandé à mes parents s'ils envisageraient de me rembourser une partie de ces frais de thérapie, soulignant qu'ils avaient dépensé 5 fois plus pour le traitement d'Emma et que mon traitement de santé mentale était tout aussi valide et nécessaire.
Leur réponse a révélé la profondeur de leurs préjugés d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. On m'a dit que la situation d'Emma était différente parce qu'elle était vraiment malade, tandis que ma thérapie était un choix que je faisais pour me sentir mieux face aux défis normaux de la vie. Le traitement d'Emma était médicalement nécessaire, tandis que le mien était une amélioration personnelle optionnelle. La dépendance d'Emma aurait pu la tuer, tandis que mon anxiété et ma dépression n'étaient que des émotions difficiles que tout le monde ressent. Quand j'ai souligné que mes symptômes avaient été assez graves pour impacter mon fonctionnement et que la dépression et le trauma ont aussi de sérieuses conséquences sur la santé, ils ont complètement rejeté cette comparaison. Les problèmes d'Emma étaient visibles et urgents. Les miens étaient internes et gérables. Le plus écrasant, ils ont suggéré que mon focus sur la thérapie me rendait en fait plus fragile et moins résiliente. À leurs yeux, j'étais devenue trop concentrée sur l'analyse de chaque interaction familiale et l'attribution de blâme au lieu d'avancer simplement dans ma vie. Ils s'inquiétaient que la thérapie m'apprenne à être une victime au lieu de prendre la responsabilité de mon propre bonheur. Cette conversation a eu lieu pendant un dîner de famille, avec Emma présente et plusieurs parents en visite pour un week-end de vacances. Le public a rendu leur rejet encore plus humiliant, mais cela signifiait aussi que d'autres personnes ont été témoins de la façon dont ils minimisaient avec désinvolture mes besoins en matière de santé mentale, tout en défendant leur investissement considérable dans le rétablissement d'Emma. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé, parce qu'Emma a fait quelque chose qui a forcé tout le monde à confronter la réalité de notre dynamique familiale. Emma avait écouté toute cette conversation, regardant nos parents rejeter mes besoins en santé mentale après des années de soutien illimité pour son rétablissement. Après le dîner, elle m'a pris à part en privé et a dit quelque chose qui a validé tout ce que je ressentais. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que j'étais traitée différemment, que nos parents avaient des normes et des attentes différentes pour nous, et qu'elle se sentait coupable de la disparité dans le soutien que nous recevions. Elle avait été consciente pendant sa dépendance que ces problèmes consommaient toutes les ressources émotionnelles et financières de la famille, tandis que mes besoins étaient négligés. Plus important encore, elle a partagé que dans ses réunions de rétablissement, elle avait appris sur les systèmes familiaux et comment la dépendance affecte des familles entières. Elle a reconnu que j'avais été dans un rôle de soignant toute notre vie, que mes besoins avaient été constamment minimisés et que ce schéma était émotionnellement abusif. La validation d'Emma signifiait tout pour moi, mais ce qui s'est passé après notre conversation a révélé la vraie nature de notre système familial. Emma a décidé de plaider en ma faveur lors du prochain rassemblement familial, soulignant la disparité de traitement que nous avions reçu et suggérant que nos parents me devaient à la fois une reconnaissance et un soutien financier pour mes frais de thérapie. La réponse de nos parents a été rapide et dévastatrice. Ils ont accusé Emma d'être manipulée par moi, ont suggéré que son jugement était compromis par ses problèmes de santé mentale et se sont inquiétés qu'elle soit entraînée dans des dynamiques malsaines qui pourraient menacer son rétablissement. Ils ont dit à Emma qu'une partie de son processus de rétablissement devait impliquer d'établir des limites avec les membres de la famille qui créaient des drames, et ils ont suggéré que mon influence était potentiellement nuisible à sa sobriété. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre système familial ne pouvait pas tolérer l'examen ou le changement, même quand cela venait de la personne même qu'ils avaient passé des années et des milliers de dollars à essayer d'aider. Le soutien d'Emma pour moi a été recadré comme une menace à son rétablissement. Mon désir de reconnaissance a été caractérisé comme une manipulation qui pourrait mettre en danger sa sobriété. Le récit familial exigeait que je reste l'enfant à problème dont les besoins étaient secondaires au bien-être d'Emma. Quand Emma a continué à plaider en ma faveur et à souligner l'injustice de notre traitement, nos parents ont pris une décision qui a révélé leurs vraies priorités. Ils ont dit à Emma qu'elle devait choisir entre soutenir sa guérison en maintenant l'harmonie familiale ou compromettre ses progrès en s'engageant dans des conflits familiaux destructeurs. Emma a été forcée de choisir entre plaider pour moi et maintenir sa relation avec nos parents. Sous la pression et craignant de perdre le système de soutien qui avait alimenté sa guérison, elle a retiré son plaidoyer et est revenue au récit familial selon lequel mon attention portée à la thérapie était source de division et potentiellement nuisible. Voir Emma être poussée à abandonner son soutien pour moi était la preuve finale dont j'avais besoin pour comprendre que notre système familial était fondamentalement dysfonctionnel et ne changerait pas, peu importe combien de perspicacité, de croissance ou de guérison chacun de nous pourrait atteindre individuellement.
Cette prise de conscience était dévastatrice mais aussi libératrice, car elle m'a libérée pour prendre des décisions basées sur mon propre bien-être plutôt que d'espérer une reconnaissance ou un soutien familial. J'ai continué mes études supérieures tout en maintenant un contact minimal avec ma famille. Je me suis concentrée sur ma recherche, ma formation clinique et ma propre thérapie continue. J'ai arrêté d'assister aux rassemblements familiaux où la guérison d'Emma était célébrée tandis que mes progrès étaient ignorés. J'ai arrêté de partager mes réussites ou mes difficultés avec des parents qui avaient prouvé qu'ils n'étaient pas capables de fournir un soutien approprié. Pendant ma 3e année d'études supérieures, quelque chose s'est passé qui a fourni une validation externe pour tout ce que j'avais vécu et compris sur notre dynamique familiale. J'ai été sélectionnée pour une bourse de recherche très compétitive qui comprenait une bourse complète, une allocation de subsistance et un financement pour ma recherche de thèse. Cette bourse n'était accordée qu'à 5 étudiants à travers le pays dans mon domaine, et elle venait avec un prestige et une reconnaissance significatifs. Le comité de sélection a spécifiquement noté ma proposition de recherche sur les systèmes familiaux et la négligence émotionnelle, louant perspective sur la façon dont la négligence émotionnelle de l'enfance impacte la santé mentale et les relations à l'âge adulte. Mon expérience personnelle avec ces dynamiques, combinée à ma formation académique, m'avait positionné comme un expert dans ce domaine. Quand j'ai partagé cette nouvelle avec ma famille, leur réponse était prévisiblement tiède. Ils étaient fiers, disaient-ils, mais inquiets du temps que je passais à me concentrer sur des dynamiques familiales négatives. Ils espéraient que cette recherche ne m'empêcherait pas de dépasser de vieux griefs et de construire des relations plus saines. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma bourse comprenait des opportunités de prise de parole en public, d'apparitions médiatiques et de publications dans de grandes revues de santé mentale. Mes recherches attiraient l'attention nationale et j'étais reconnue comme une voix de premier plan sur la négligence émotionnelle et les traumatismes familiaux. 6 mois après avoir reçu la bourse, j'ai été invitée à prendre la parole lors d'une conférence majeure de santé mentale sur la négligence émotionnelle dans les familles. Ma présentation comprenait des études de cas et des résultats de recherche, mais elle incluait aussi mon histoire personnelle comme exemple de la façon dont la négligence émotionnelle opère dans des familles apparemment fonctionnelles. J'ai abordé le schéma de traitement différentiel, la minimisation des besoins d'un enfant tout en amplifiant ceux d'un autre, les ressources financières et émotionnelles allouées selon que les problèmes de qui étaient jugés les plus dignes d'attention. J'ai présenté des données montrant que la négligence émotionnelle crée un traumatisme durable qui nécessite un traitement professionnel, que les enfants qui subissent une invalidation constante développent des problèmes de santé mentale complexes qui sont souvent invisibles aux familles mais impactent profondément leur fonctionnement et leurs relations. La présentation a été enregistrée et rendue disponible en ligne, où elle a reçu des centaines de milliers de vues et a été largement partagée parmi les professionnels de la santé mentale et les individus qui ont reconnu leurs propres expériences dans mon histoire. Plusieurs grands médias ont repris l'histoire, m'interviewant sur la négligence émotionnelle et son impact sur les familles. J'ai été mise en avant dans des articles de magazines, des interviews de podcasts et des segments télévisés discutant de la façon dont les familles peuvent involontairement créer un traumatisme par des schémas de favoritisme et d'invalidation. Mes recherches étaient citées par d'autres universitaires, mes insights thérapeutiques étaient incorporés dans des protocoles de traitement et j'étais consultée par d'autres professionnels de la santé mentale travaillant avec des clients issus de familles émotionnellement négligentes. La validation externe était écrasante et guérissante, mais la vraie justification est venue quand ma famille a finalement compris l'étendue de mon succès et de ma reconnaissance. Lors d'une de mes interviews télévisées, j'ai été présentée comme Dr Sarah Mitchell, une experte de premier plan sur la négligence émotionnelle familiale, dont les recherches révolutionnaires transformaient la façon dont les professionnels de la santé mentale comprennent les traumatismes de l'enfance. L'intervieweur a spécifiquement mentionné mon expérience personnelle avec la négligence émotionnelle et comment elle avait informé mon travail professionnel, notant que j'avais surmonté un dysfonctionnement familial significatif pour devenir une experte nationalement reconnue en traumatisme et systèmes familiaux. Plusieurs des amis et collègues de mes parents ont vu ces interviews et apparitions médiatiques, les contactant pour les féliciter d'avoir une fille si accomplie dont le travail avait un impact si important.
C'est à ce moment-là que ma famille a enfin commencé à comprendre que ma thérapie, mon attention portée aux dynamiques familiales et mon travail académique n'étaient pas une mentalité de victime complaisante. Ils constituaient le fondement d'une réussite professionnelle significative et d'une reconnaissance nationale. Leur réaction à mon succès a révélé à la fois à quel point ils avaient peu compris mon parcours et à quel point leur perspective pouvait changer quand mes accomplissements devenaient publiquement visibles et socialement impressionnants. Soudain, ils voulaient s'impliquer dans mon travail, assister à mes conférences, partager mes réussites dans leurs cercles sociaux. Ils ont commencé à décrire mes recherches comme révolutionnaires et mon succès comme une source de fierté familiale. Mais leur désir de s'approprier mon succès s'accompagnait d'une attente que je minimise les expériences personnelles qui avaient nourri mon travail. Ils espéraient que je puisse me concentrer sur les réussites académiques tout en minimisant les dynamiques familiales qui avaient façonné mes recherches. Quand j'ai continué à parler ouvertement de la négligence émotionnelle et de son impact sur les familles, incluant des exemples spécifiques de ma propre enfance, ils sont devenus mal à l'aise avec l'attention publique que recevait mon travail. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma famille pouvait célébrer mon succès tant que cela ne les obligeait pas à examiner leur propre comportement ou reconnaître leur rôle dans mon trauma. Leur fierté de mes accomplissements était conditionnelle à ma volonté de protéger leur réputation et maintenir leur récit familial préféré. La confrontation finale a eu lieu lors d'un rassemblement familial où de la famille élargie était présente, dont beaucoup avaient vu mes apparitions médiatiques et posèrent des questions sur mon travail. Quand un cousin a demandé quelles expériences personnelles avaient nourri mes recherches, mes parents ont rapidement changé de sujet, suggérant que mon travail se concentrait sur les problèmes d'autres familles plutôt que sur nos propres dynamiques familiales. C'était mon moment de choix. Je pouvais continuer à protéger leur réputation et minimiser mes propres expériences, ou je pouvais parler honnêtement des schémas que j'avais étudiés et vécus. J'ai choisi la vérité. J'ai expliqué aux parents rassemblés que mes recherches avaient effectivement été nourries par mon expérience personnelle avec la négligence émotionnelle, spécifiquement le schéma de traitement différentiel entre Emma et moi tout au long de notre enfance et jusque dans nos luttes de santé mentale à l'âge adulte. J'ai décrit l'investissement financier et émotionnel dans la guérison de l'addiction d'Emma comparé au rejet de mes besoins de santé mentale, la minimisation de mes accomplissements comparé à la célébration des progrès d'Emma et le système familial qui exigeait que je reste l'enfant à problème pendant qu'Emma recevait un soutien et une compréhension illimitée. J'ai expliqué comment ces schémas avaient créé un traumatisme durable qui nécessitait un traitement professionnel, comment ma thérapie avait été à la fois guérissante et précieuse sur le plan académique, et comment mes recherches aidaient d'autres familles à reconnaître et à traiter des dynamiques similaires. Le silence qui a suivi était profond, car tous les présents pouvaient reconnaître la vérité de ce que je décrivais. Beaucoup d'entre eux avaient été témoins de ces schémas au fil des années, mais n'avaient jamais eu les mots pour les décrire ou la permission de les reconnaître. La réaction de mes parents a été immédiate et prévisible. J'étais dramatique, je créais des problèmes qui n'existaient pas et j'embarrassais la famille en partageant publiquement des affaires privées. Ils ont suggéré que mon succès m'avait rendue arrogante et que j'utilisais mes références professionnelles pour pathologiser des dynamiques familiales normales. Mais quelque chose avait changé dans la pièce, car d'autres membres de la famille ont commencé à partager leurs propres observations du traitement différentiel qu'Emma et moi avions reçu au fil des années. Ils avaient remarqué les schémas, mais avaient supposé que c'était juste une préférence parentale plutôt que d'y reconnaître une forme de négligence émotionnelle. La validation des membres de la famille élargie était profonde, mais ce qui comptait le plus, c'est que j'avais finalement dit ma vérité sans minimiser mon expérience ou protéger la réputation de mes parents. La conversation qui a suivi était difficile mais nécessaire. J'ai établi des limites claires sur la façon dont je participerai ou ne participerai pas aux relations familiales à l'avenir. Je n'assisterai plus aux rassemblements où mes accomplissements étaient minimisés ou mes expériences écartées. Je ne fournirai plus de soutien émotionnel aux membres de la famille qui refusaient de reconnaître leur impact sur ma santé mentale. Je ne prétendrai plus que nos dynamiques familiales étaient saines ou normales pour protéger le confort de qui que ce soit. J'ai proposé de participer à une thérapie familiale pour travailler sur ces relations, mais seulement avec un thérapeute expérimenté dans la négligence émotionnelle et les traumatismes familiaux qui pourraient aider à traiter ces schémas directement.
J'ai précisé que mon succès et ma reconnaissance ne m'avaient pas rendue amère ou vindicative, mais qu'ils m'avaient donné la confiance et les ressources pour exiger des dynamiques relationnelles saines plutôt que d'accepter n'importe quel traitement qui m'était offert. Plus important encore, j'ai expliqué que mon travail d'aide aux autres familles pour guérir de la négligence émotionnelle était maintenant ma priorité principale et que je continuerais à parler publiquement de ces dynamiques indépendamment de leur niveau de confort. Les conséquences de cette confrontation ont été à la fois difficiles et libératrices. Certains membres de la famille ont été prêts à s'engager dans le travail difficile d'examiner les schémas familiaux et de travailler vers des relations plus saines. Ils ont assisté aux séances de thérapie, lu mes recherches et fait de véritables efforts pour comprendre comment leur comportement m'avait affecté tout au long de ma vie. D'autres ont maintenu leur position selon laquelle j'étais dramatique et source de division, et ils ont choisi de limiter leur relation avec moi plutôt que d'examiner leur propre comportement. La réaction d'Emma a été la plus complexe et évolutive. Son programme de rétablissement lui avait enseigné les systèmes familiaux et les traumatismes, alors elle comprenait la validité de mes expériences. Mais elle se sentait aussi coupable du rôle que sa dépendance avait joué dans le traitement différentiel que la famille nous réservait. Grâce à nos séances de thérapie individuelles et communes, nous avons pu traverser ces dynamiques et construire une relation plus saine basée sur la compréhension mutuelle et le soutien plutôt que sur la compétition pour les ressources familiales. Emma est aussi devenue une défenseure de la prise en charge de la négligence émotionnelle dans les familles, reconnaissant que sa dépendance avait à la fois contribué à notre système familial dysfonctionnel et en avait été exacerbé. Le parcours de mes parents a été plus lent et plus résistant. Ils ont assisté à quelques séances de thérapie, mais ils peinent à dépasser la défensive et les sentiments blessés pour arriver à une véritable compréhension de leur impact. Ils veulent une relation avec moi, surtout maintenant que mon succès professionnel apporte une reconnaissance sociale à la famille, mais ils n'ont pas pleinement accepté la responsabilité des schémas de négligence émotionnelle qui ont façonné mon enfance et ont continué à l'âge adulte. Les progrès ont été progressifs, mais il y a eu des moments significatifs de reconnaissance et de changement. Ils ont commencé à reconnaître une partie du traitement différentiel qu'Emma et moi avons reçu, et ils ont exprimé des regrets d'avoir rejeté mes besoins de santé mentale tout en investissant massivement dans le rétablissement d'Emma. Plus important encore, ils ont proposé de me rembourser mes frais de thérapie, non pas parce qu'ils comprennent pleinement l'impact de leur comportement, mais parce qu'ils reconnaissent que la thérapie était aussi médicalement nécessaire pour moi que le traitement de la dépendance l'était pour Emma. Bien que ce geste financier n'efface pas des années de négligence émotionnelle, il représente une certaine reconnaissance que mes besoins de santé mentale étaient valides et méritaient un investissement. Le travail familial en cours est difficile et parfois décevant, mais il est ancré dans l'honnêteté et les relations authentiques plutôt que dans la performance et le semblant qui caractérisaient nos dynamiques précédentes. Ce qui a été le plus guérisseur, c'est la réaction des gens qui ont entendu mon histoire à travers mes recherches et mes apparitions médiatiques. Des milliers de personnes m'ont contacté pour partager leurs propres expériences de négligence émotionnelle, exprimant leur gratitude d'avoir enfin des mots pour décrire leur enfance et la validation que leurs difficultés étaient réelles et méritèrent de l'attention. Beaucoup ont consulté un thérapeute pour la première fois après avoir reconnu leur propre schéma dans mes recherches et ils ont rapporté une guérison significative et des relations améliorées en conséquence. Les professionnels de la santé mentale ont intégré mes recherches dans leurs pratiques, rapportant de meilleurs résultats pour les clients issus de familles négligentes émotionnellement qui ont enfin un cadre pour comprendre leurs expériences. La communauté de personnes qui guérissent de la négligence émotionnelle est devenue une source de connexion profonde et de sens pour moi, me rappelant que notre guérison personnelle peut créer des effets d'entraînement qui aident d'innombrables autres personnes. Mon travail s'est étendu au-delà de la recherche vers la pratique clinique directe, où je me spécialise dans le traitement d'adultes issus de familles négligentes émotionnellement. J'ai écrit abondamment sur ces dynamiques, développé des protocoles thérapeutiques pour traiter la négligence émotionnelle et formé d'autres professionnels à reconnaître et traiter ces schémas. La petite fille à qui on disait que ses problèmes n'avaient pas d'importance, dont les besoins de santé mentale étaient rejetés comme des défauts de caractère, dont les réussites étaient minimisées pendant que les difficultés de sa sœur monopolisaient les ressources familiales, est devenue une experte reconnue nationalement dont le travail aide les familles à guérir de ces mêmes schémas. Cette transformation ne s'est pas produite malgré la négligence émotionnelle de ma famille.
Elle s'est produite grâce à mon engagement à comprendre, guérir d'eux et finalement aider les autres à naviguer ces dynamiques complexes. Chaque jour, je reçois des messages de personnes qui se reconnaissent dans mon histoire, qui ont enfin des mots pour leurs expériences d'enfance, qui commencent à comprendre que leurs difficultés étaient réelles et leurs sentiments étaient valides. C'est là la vraie justification. Non pas que ma famille ait finalement reconnu ma valeur, bien qu'une partie de cette guérison ait eu lieu, mais que mon expérience ait été transformée en une source de guérison et d'espoir pour d'innombrables autres qui se sentaient invisibles, rejetés et indignes d'attention dans leur propre famille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, vous avez probablement reconnu certaines de vos propres expériences dans ce que j'ai partagé. Peut-être étiez-vous l'enfant dont les problèmes étaient minimisés tandis qu'un frère ou une sœur recevait un soutien illimité. Peut-être avez-vous eu du mal à comprendre pourquoi l'amour de votre famille semblait conditionnel ou pourquoi vos réussites n'avaient jamais l'air d'avoir autant d'importance que les difficultés de quelqu'un d'autre. Peut-être vous êtes-vous demandé si vos besoins en matière de santé mentale étaient légitimes ou si vous étiez trop sensible concernant des dynamiques familiales que tout le monde semblait accepter comme normales. Je veux que vous sachiez que vos sentiments sont valides, que vos expériences comptent et que votre santé mentale mérite le même investissement et la même attention qui serait accordée à n'importe quelle autre condition médicale. La négligence émotionnelle est réelle, elle crée un impact durable et elle nécessite un traitement professionnel pour guérir. Vous n'êtes pas en train de faire du théâtre, de manipuler ou de chercher l'attention en reconnaissant ces schémas ou en cherchant de l'aide pour les traiter. Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité de votre famille à vous voir et vous apprécier. Votre valeur existe indépendamment de leur reconnaissance et vous méritez des relations qui célèbrent vos réussites, soutiennent vos difficultés et investissent dans votre bien-être. Guérir de la négligence émotionnelle est possible, mais cela nécessite de se libérer des récits familiaux qui minimisent vos expériences et d'établir des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la culpabilité. Si vous êtes prêt à commencer ce parcours de guérison, je vous encourage à chercher un soutien professionnel, à vous éduquer sur la négligence émotionnelle et les systèmes familiaux, et à entrer en contact avec d'autres personnes qui comprennent ces expériences. Rappelez-vous que choisir la guérison ne vous rend pas ingrat ou déloyal envers votre famille. Cela vous rend assez courageux pour briser les schémas générationnels et créer le type de relation que vous méritiez depuis le début. Le chemin de l'enfant invisible à l'adulte autonome est difficile mais possible, et chaque pas que vous faites vers la guérison crée de l'espace pour que d'autres fassent de même. Votre histoire compte, votre guérison compte, et vous méritez tout le soutien et la reconnaissance qui ont peut-être manqué dans votre enfance. Avez-vous vécu des schémas similaires de favoritisme ou de négligence émotionnelle dans votre famille? Comment avez-vous reconnu ces dynamiques et quelles mesures avez-vous prises vers la guérison? Partagez votre histoire dans les commentaires. Cette communauté se comprend et se soutient mutuellement à travers ces parcours difficiles mais transformateurs. Si cela vous a touché, merci de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur la guérison des traumatismes familiaux et la construction de relations saines. Ensemble, nous pouvons briser ces schémas et créer le type de famille et de communauté où la valeur de chacun est reconnue et célébrée.